À Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine située près de la frontière russe, les sirènes d'alarme ont retenti pendant 20 jours le mois dernier. S'exprimant la semaine dernière lors de la conférence sur le redressement de l'Ukraine, le maire de la ville Ihor Terekov a souligné que la situation à Kharkiv restait critique, malgré le ralentissement de l'offensive russe. На жаль, ситуація складна, бо кожного дня ми маємо, на жаль, прильоти, кожного дня лунають вибухи в місті Харків. Практично кожного дня гинуть люди, є поранені, руйнації колосальні. Тому ворог обстрілює кожен день Харків. La mobilisation a considérablement ralenti depuis le début de l'invasion russe, mais plusieurs centaines de milliers d'hommes devraient bientôt rejoindre l'armée ukrainienne. Дивіться, я хочу сказати, що так, йде мобілізація. Так, я пам'ятаю перші дні війни, коли стояли черги до військкоматів, коли стояли черги отримувати зброю, ми роздавали цю зброю, і люди отримували зброю і йшли воювати, захищати свою країну, своє місто, і це ми розуміємо. Сьогодні ситуація по мобілізації є, люди мобілізуються і цим займаються військкомати. Si l'offensive russe a nettement ralenti à Kharkiv depuis le mois de mai, il faudra sans doute longtemps aux habitants de la ville pour se reconstruire et oublier ces longues journées d'angoisse. Насправді дуже важко людям. Хтось звик до повітряних тривог, які постійно лунають. Я вже казав, що за травень місяць у нас було 20 діб повітряних тривог. Pour continuer à faire face à l'invasion russe, l'armée ukrainienne aura un besoin critique de systèmes de défense aérienne dans les mois à venir. Il y a beaucoup de gens, on estime à plusieurs millions les Ukrainiens qui sont partis d'Ukraine pour aller s'installer ailleurs, pour pas faire la guerre. Du coup, on manquait l'Ukraine qui a quand même un réservoir d'individus assez bon. Quand vous avez un peu plus de 40 millions, 45 millions d'habitants, bon ben la population en âge de faire la guerre, les hommes en âge de faire la guerre n'a pas tant que ça. Bon, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une guerre comme celle qui est actuellement en cours, où on estime en gros, on estime alors à la louche parce que c'est très difficile d'avoir des chiffres précis, mais ce que je vous dis est à peu près sûr, les pertes sont à peu près équilibrées entre les deux côtés, contrairement à ce qu'on vous raconte. Et en gros, les pertes totales sont de l'ordre de 500 000 hommes. Ils ont perdu en gros 500 000 hommes, et les blessés sont, donc, si on applique les règles, les calculs militaires, donc les blessés sont entre 1 million et 1,5 million. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé à l'aéroport international de Pyongyang pour une visite d'État. Le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, a exprimé son plaisir de rencontrer à nouveau M. Poutine. En septembre 2023, M. Kim a effectué une visite officielle en Russie à l'invitation de M. Poutine, puis l'a invité à venir dans son pays. Avant ce voyage-ci, M. Poutine a exprimé son intention de renforcer les relations bilatérales dans un article publié par le média d'État KCNA. Les Américains n'ont jamais donné gratuitement quoi que ce soit. Les Américains, ils font payer. Et donc, l'armement actuel, comme évidemment les Ukrainiens n'ont pas les moyens de payer tout, eh bien c'est des crédits qui devront être payés plus tard. Et là encore, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe, parce que donc la guerre, comme vous savez, continue à se dérouler là-bas. L'armement, ben, là encore, les Américains viennent de voter une somme beaucoup moins importante que prévu, mais ils vont quand même envoyer du matériel là-bas. Comment on fait? Ben, il fallait avoir une garantie, puisque quand vous envoyez des choses à crédit, vous avez besoin de garantie. Alors, quelle est la garantie qui a été donnée par le président Zelensky aux Américains? Eh bien, c'est que la reconstruction, après la paix, la reconstruction de l'Ukraine sera faite par BlackRock, le fonds d'investissement américain. Ce qui veut dire, en termes clairs, que les Européens n'auront que des miettes, puisque tout va être piloté par les Américains pour qu'ils récupèrent leur mise. Et j'ajouterai encore, parce que je ne sais pas si vous savez ça, sur le plan économique, c'est cette déclaration du président Trump, enfin de l'ancien président Trump, qui a toutes les chances, à mon avis, d'être de nouveau président dans quelques mois,
hein, parce qu'il a maintenant fait le trou. Il faudrait vraiment un événement judiciaire auquel je ne crois pas pour changer l'élection. Trump a dit récemment, en ce qui concerne l'Ukraine, dès que je serai élu, je téléphonerai à Poutine, on fera un deal, on va arrêter la guerre. Ça c'est clair. Mais ça, tant mieux, parce que c'est vraiment, il faut l'arrêter, cette guerre actuellement. On est sur une guerre statique, pratiquement statique, il faut bien le dire, et sur laquelle, c'est la guerre de tranchées, hein. Quand on voit ce qui s'est passé à Verdun et dans toutes les grandes batailles de 14-18, parce que c'est à peu près la même chose, quand on voit le nombre de morts, le nombre de blessés et les résultats obtenus, il est peut-être temps de penser à s'arrêter. Si vous voulez, je pourrais en parler tout à l'heure, si ça vous intéresse, je pourrais donner 2-3 éléments là-dessus. Donc, ce que je vous disais, c'est que Trump a dit, je fais la paix, mais il y a un truc quand même, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour défendre les Européens. Donc je vais demander aux Européens de nous rembourser tous nos investissements en Ukraine. Vous voyez? Alors ça, par contre, ça c'est pas drôle du tout. Parce que on les connaît, on sait comment fonctionnent les Américains, et on peut s'attendre effectivement à ce que, comme lui en plus c'est un violent, on peut s'attendre à ce qu'il tape le poing sur la table, et là on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Parce que s'il commence à demander des remboursements, qui dans son esprit sont totalement logiques, je précise, parce que pour lui, l'OTAN, c'est une association militaire pilotée par les États-Unis, mais dans lesquelles le financement doit être assuré par chacun des pays européens en ayant un budget militaire suffisant. Or, vous savez qu'à part la France et l'Angleterre, les autres pays d'Europe ont fait un choix différent du nôtre pendant 50 ans, hein, à savoir ne pas investir dans le militaire en disant c'est les Américains qui payent et c'est eux qui nous protègent, et les 2%, les 2%, l'équivalent de 2 ou 3% du budget national qu'investissaient les Français ou les Anglais, eh ben, les Allemands et les autres l'ont investi dans l'économie, c'est-à-dire dans l'industrie, dans la recherche et ainsi de suite. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est fait avoir. Parce que quand vous mettez 20 ans à 3 ou 4%, hein, vous n'avez qu'à calculer ce que ça représente, c'est énorme, ça crée la différence. Dans son discours à Washington ce lundi, Jens Stoltenberg s'en est pris directement à Pékin. Le secrétaire général de l'OTAN a appelé les pays membres à fournir plus d'armes à l'Ukraine et à faire payer à la Chine le prix de son soutien à la Russie. Pékin, qui n'a jamais condamné l'invasion de l'Ukraine en 2022, se dit neutre dans ce conflit. Alors face à ces propos, la Chine n'a pas tardé à réagir. Lors d'un point presse ce mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé l'OTAN à ne pas, selon ses termes, jeter de l'huile sur le feu. 北约作为冷战的产物和全球最大的军事集团，在乌克兰危机中扮演了什么样的角色？国际社会自有公论。北约应当做的是自我反思，而不是任意对中国进行抹黑攻击。 La guerre en Ukraine a poussé les pays occidentaux à tourner le dos à la Russie, mais Vladimir Poutine ne semble pas isolé pour autant. Ces dernières années, Moscou a renforcé ses liens avec d'autres alliés, comme la Corée du Nord, où le président russe est actuellement en visite. Vladimir Poutine s'est également rapproché de Xi Jinping. Signe de ce rapprochement, la Chine n'a pas participé au sommet pour la paix en Ukraine, qui s'est tenu ce week-end en Suisse, en raison notamment de l'absence de la Russie. Pékin ne livre pas d'armes à Moscou, mais lui fournit du matériel essentiel pour son effort de guerre. Ce rapprochement entre les deux puissances inquiète les États-Unis et l'Union européenne, qui appellent régulièrement la Chine à utiliser son influence sur la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine. Car après 2 ans de guerre, sur le front, l'armée russe gagne un peu plus de terrain chaque jour, face à une armée ukrainienne en grande difficulté, de l'aveu même des autorités à Kiev. 污蔑攻击中国，翻炒没有事实根据、缺乏法律依据，也没有任何道义可言的陈词滥调，充斥着傲慢、偏见与谎言。七国集团代表不了国际社会，七国仅占全球人口的10%，
在全球经济中所占的份额逐年下降，对世界经济增长的贡献率总和不及中国。经济总量按购买力平价计算，也已被金砖国家超越。当前七国集团早已偏离协调稳定国际经济环境的成立初衷，越来越成为维护美国和西方霸权的政治工具。七国集团是把经贸关系政治化、武器化的真正胁迫者，与全球化时代各国利益深度交融的大势背道而驰，最终只能搬起石头砸自己的脚。 Parce que ça montre bien que dans cette affaire d'Ukraine, si vous voulez, l'économique, vous voyez qu'on retrouve partout. On le retrouve au départ, puisqu'on a des pays qui se mettent à acheter les terres agricoles et qui deviennent les principaux exportateurs du pays. Or, nous savons tous que dans la balance des paiements, les exportations, c'est important. Là, le problème d'exportation, c'est que ce n'est pas l'Ukraine qui gagne l'argent des bénéfices de l'exportation de blé. Ce sont les Américains, puisque les compagnies ont leur siège aux États-Unis et les opérations sont aux États-Unis. Donc, spoliation, si on peut dire, de la richesse ukrainienne par un système fait par des compagnies multinationales. Tapis rouge pour Vladimir Poutine en Corée du Nord. Le président russe est arrivé ce mercredi à Pyongyang pour sa toute première visite officielle en 24 ans. Il a été accueilli à l'aéroport par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Les deux leaders s'étaient rencontrés en 2019 à Vladivostok dans l'est de la Russie. Vladimir Poutine est accompagné de plusieurs hauts fonctionnaires dont le vice-premier ministre Denis Mantourov, le ministre de la Défense Andrei Belousov et le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Les liens entre les deux États se sont renforcés ces dernières années, en particulier depuis l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie. La Corée du Nord, soumise à de lourdes sanctions économiques du Conseil de sécurité de l'ONU en raison de ses programmes d'armes nucléaires, a besoin d'aide en matière de technologie spatiale. Elle manque aussi de nourriture, de carburant et de devises étrangères. La Russie, elle, est confrontée à une pénurie continue d'armes dans le cadre de sa guerre en Ukraine. Et alors que leur sentiment anti-occidental est particulièrement fort, les États-Unis se sont déclarés, je cite, préoccupés par l'approfondissement des relations entre ces deux pays. Après la Corée du Nord, le Kremlin a déclaré que Vladimir Poutine se rendrait également au Vietnam pour des entretiens qui devraient être axés sur le commerce. Et là, on voit ce que c'est qu'une économie de guerre, l'économie russe qui s'est transformée en 2 ans en une économie de guerre et qui est capable, avec 100 milliards de budget, d'avoir des approvisionnements qui fonctionnent, comme par exemple, vous savez que pour les canons d'artillerie, qui est devenu qui est un élément essentiel dans les guerres statiques comme celle que nous vivons en Ukraine, eh bien, dans ce type de guerre, les Russes tirent à peu près 10 obus quand les Ukrainiens peuvent en tirer 2 à 3. Hein. Et pourtant, vous voyez, ça leur coûte le même prix. Mais c'est parce qu'en Russie, la production militaire coûte moins cher que de l'autre côté, où on est obligé d'acheter dans des pays qui sont à fort coût de main-d'œuvre, avec des industries qui sont beaucoup plus coûteuses. Tout le monde sait que dans nos pays, nos industries d'armement produisent à des prix beaucoup plus élevés qu'ailleurs. C'est clair. Bon, et leur économie fonctionne. Vous avez vu sans doute que le FMI a annoncé qu'ils vont faire cette année 3,5% de croissance. Ça a été confirmé par le FMI et la Banque mondiale. 3,5% de croissance, et que ça va continuer. Sur les 5 prochaines années, on pense que ça va rester entre 3 et 4% en permanence, d'après les prévisions officielles des spécialistes. Nous, je dirais pas les Français, puisque nous, vous savez qu'on est à moins de 1, puis on est pas près de remonter, et les Allemands sont à moins de 0. Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, est en passe de devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN, après la levée du veto de Viktor Orban à sa candidature. Dans une lettre adressée au Premier ministre hongrois, Mark Rutte a déclaré qu'il respecterait l'accord annoncé la semaine dernière à Budapest par Jens Stoltenberg, l'actuel secrétaire général de l'OTAN. Selon cet accord, la Hongrie ne sera pas tenue de participer au soutien de l'Alliance Atlantique envers l'Ukraine. Jens Stoltenberg considère que la nomination de son successeur est désormais imminente. Så dette betyr at vi veldig nær en beslutning. Det jo ikke jeg som skal beslutte hvem som blir min etterfølger, det det NATOs medlemsland som skal gjøre, men
Jeg er glad for at man har nå veldig nære beslutninger, fordi Ungarn var et av de ytterst få landene som motsatte seg Mark Rutte, og når Ungarn nå støtter Mark Rutte, så det svært lite som gjenstår før han valgt. Mark Rutte a le soutien de la majorité des pays de l'OTAN, y compris des membres importants comme les États-Unis et l'Allemagne. Au début de l'année, la Turquie s'était opposée à la candidature de Mark Rutte, avant de revenir sur sa décision au mois d'avril. Bien que le président roumain Klaus Iohannis se soit également porté candidat au poste de secrétaire général de l'OTAN, les analystes estiment que Mark Rutte reste largement favori. Je vous rappelle quand même que les Chinois, c'est 230 milliards, donc c'est 2,5 fois en gros ce que font les Russes au point de vue militaire, mais les Américains, c'est 770 milliards. Et là, je vous dis, bon, là, c'est un ratio simple, mais comment voulez-vous qu'on puisse croire qu'un pays qui met 100 milliards dans la guerre peut vouloir attaquer un pays qui met 770 milliards dans la guerre? Il est évident que jamais les Russes ne s'attaqueront aux Américains. Ils ne peuvent faire que des guerres locales. C'est évident. Et quant aux Chinois, comme je le dis souvent, ce qui était amusant de voir qu'avec un budget de 230, c'est-à-dire en gros un budget qui est 3 fois moins, un peu moins encore, un peu plus, 3 fois moins gros que celui des États-Unis, ou ceux qui ont une origine militaire ou qui ont une expérience militaire savent qu'en défense, on investit 3 fois moins qu'en attaque. Ce qui veut dire que la stratégie chinoise est une stratégie de défense contre les Américains. C'est simple. Ça, si vous voulez, n'importe quel militaire en face vous l'expliquera très bien. The action plan that they can get on? I'm sorry, I got to disagree with you there. It's not. It's absolutely clear, and the alliance. Conditions that Ukraine. The alliance has talked about, and the United States has certainly talked about. First, they got to win this war. Right? They got to win the war first. And so, number one, we're doing everything we can to make sure they can do that. Then, when the war's over, no matter what it looks like, they're still going to have a long border with Russia and a legitimate security threat to the Ukrainian people. That's why the president at the G7 signed our bilateral security agreement, joining some other 14, 15 other countries that have done the same thing, to make sure that for the long haul, Ukraine's defense industrial base can continue to make sure that they have what they need to defend themselves, and that includes assistance from the United States. That's the long haul. That will help them defend themselves while they work on the necessary things they have to do, like any member of the alliance has to work on, for instance, on corruption, before they can apply for NATO membership. But we do believe that NATO is in Ukraine's future, and we're going to work with them every step of the way to get them there. Filer Radar, bien informer et faire découvrir.